2 ans après son élection à la tête de l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a justifié vendredi soir son ambitieuse politique d'armement en évoquant les conflits qui sévissent au Moyen-Orient. Le Caire, qui possède l'armée la plus nombreuse et parmi les mieux équipées de la région, a renforcé ces derniers mois son arsenal militaire, achetant notamment à la France 24 avions de combat Rafale, une frégate multimission de type FREMM et des missiles pour un montant total estimé à 5,2 milliards d'euros, ainsi que 2 navires Mistral. Aujourd'hui, on pourrait me dire le développement de ton armement alors qu'on est dans une situation économique difficile. Pourquoi tu fais ça? A lancé M. Al-Sisi. C'est pour avoir de la force. L'État doit être capable de se défendre et d'assurer la sécurité au vu de la situation dans la région. La situation très difficile, a-t-il ajouté lors d'un entretien de près de 2 heures pour faire le bilan de ses 2 années au pouvoir. Al-Sisi met régulièrement en garde contre le terrorisme qui menace le Moyen-Orient, dénonçant notamment la montée en puissance du groupe terroriste Daesh qui multiplie les exactions en Irak et en Syrie et est également très actif en Libye ainsi que dans la péninsule du Sinaï égyptien. Le chef de l'État a ajouté que le but essentiel est d'œuvrer à protéger l'État de se fondre et qu'il y a aujourd'hui des institutions complètes représentées par la Constitution et le Parlement et d'autres aspects de la stabilité. Le président a également affirmé que les problèmes et les crises seront résolus par le travail, ajoutant que le nombre des travailleurs dans les projets nationaux dépasse 2 millions de personnes et ce nombre augmentera. El-Sisi a signalé qu'il a mis en œuvre des projets de l'habitat social ainsi que des projets d'infrastructure pour améliorer le climat d'investissement, en précisant que le nouveau capital administratif rentre aussi dans ce cadre. Oui, merci Chérif. On se retrouve donc avec Dr Achraf Adel-Bichai qui, je vous le rappelle, est spécialiste en réadaptation physique et gériatrie en Espagne. Encore une fois, bonsoir Dr Bichai. Bonsoir. Tout d'abord, vous avez suivi un petit peu le discours du chef de l'État hier. Oui. Que pensez-vous de ce discours? Ce que j'aime le plus que le président Sisi, il était très franc et sincère. Il n'a pas montré que la vie est en rose. Il a dit franchement les problèmes et ça m'a beaucoup plu parce que la plupart des responsables en Égypte, ils disent beaucoup de choses qui semblent comme un rêve et enfin on trouve que on se retrouve avec la triste réalité des choses, exactement. Malheureusement. Docteur Bichai, y a-t-il beaucoup d'Égyptiens en Espagne? Non. Pas beaucoup. Non, il y a un nombre très limité d'Égyptiens en Espagne. Les médias espagnols, surtout la presse et même la télévision, sont-ils favorables à l'Égypte? L'évoquent-ils souvent? Sont-ils contre l'Égypte comme ce fut le cas dans d'autres pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord? Non, en Espagne, ils aiment beaucoup l'Égypte, ils l'estiment beaucoup, mais du point de vue politique, ils sont très neutres dans le sujet de l'Égypte. Je suis toujours les événements, mais peu de choses ils disent sur l'Égypte. Ils ne parlent pas beaucoup de l'Égypte. Non, pas du tout. Ni en bien ni en mal. Non. Lorsqu'ils en parlent, c'est assez... C'est à propos des pyramides, de la culture, mais rien de la politique. Bien, docteur Bichai, qu'est-ce qui vous a incité à aller en Espagne? Racontez-nous vos débuts en Espagne. Vraiment, c'était quelque chose, c'était par coïncidence que je suis allé en Espagne. J'avais un collègue qui faisait son doctorat en Espagne et moi, je voulais aussi faire mon doctorat. C'était en 2006. Alors mon copain, il m'a dit que
comme il a des connexions en Espagne, moi en ce temps-là je travaillais au Koweït et c'était temps pour faire mon doctorat. Alors il m'a suggéré d'aller en Espagne pour faire le doctorat. Exactement. Alors je lui ai dit, écoute, moi je domine l'anglais, le français et l'arabe. Je ne sais pas ni un mot espagnol. Il m'a dit, il n'y a pas de problème parce que le cathédratique, il domine très bien le français et il comprend aussi l'anglais et ça sera facile d'aller. Je suis allé en Espagne dès le 2006 pour suivre le programme doctorat chaque année 2 ou 3 mois. En ce temps-là, vous avez appris l'espagnol? J'ai appris l'espagnol comme je domine le français, ça m'a beaucoup aidé dans le vocabulaire et la grammaire espagnole. Et aussi des mots arabes. Exactement, exactement. Après ça, en 2008, comme il y avait une crise, il n'y avait pas de médecins en Espagne du tout, alors ils m'ont offert un travail en Espagne de médecin de gériatrie. Et justement, vous êtes spécialiste donc en réadaptation physique et gériatrie. Oui. En quoi consiste cette discipline? La réadaptation, dans tous les branches médicaux, il y a la réadaptation. La neurologie, après les fractures, la chirurgie aussi. Alors la réadaptation, après toutes les opérations et la rhumatologie, en effet, tous les gens, après certaines maladies, ils ont besoin de faire la réadaptation. Alors la réadaptation, ça entre dans toutes les branches de médecine. La gériatrie, comme j'ai choisi plus ou moins à faire mon doctorat avec mention internationale entre Cordoue et Bruxelles, l'Université libre de Bruxelles, alors la gériatrie c'était j'ai choisi un sujet qui est sur la réadaptation des gens du 3e âge et l'effet de l'exercice physique et réadaptation, un programme supervisé de réadaptation pour 3 mois et son effet sur la saturation de l'oxygène, la consommation de l'oxygène et la distance marchée sur les gens du 3e âge. Et aussi en même temps, j'ai choisi tous mes patients de l'Égypte. Cette partie pratique, je suis venu en Égypte et j'ai pris une centaine de patients et j'ai terminé mon doctorat en 2013 parce que c'était un peu chargé, le tribunal était international, alors j'ai dû faire mon doctorat en anglais, en espagnol totalement, et la partie que j'ai fait en Bruxelles, c'était tout en français. Bien, quel conseil pouvez-vous donner, par exemple, une consultation gratuite à une personne qui souffre des genoux, une personne qui a dépassé les 60, 65 ans, 70 ans même, qui souffre des genoux? Vous conseillez, par exemple, à pareille personne de faire une opération
pour les genoux, de faire des infiltrations de cortisone ou autre chose, ou de s'adapter justement à leur situation sans aucune opération, c'est un moyen de s'habituer. Exactement, ça dépend du niveau de l'arthrose. Si c'est un niveau moyen ou bas, la personne n'a pas besoin de faire tout ça, seulement avec la réadaptation, baisser un peu le poids, faire des exercices physiques. Et aujourd'hui, on n'utilise pas beaucoup la cortisone pour infiltrer les genoux dans les cas qui sont pas très avancés, dans les cas qui ne sont pas avancés. Qui ne sont pas avancés. Et la réadaptation concerne aussi que ça dépend de la façon que la personne, comment elle vit. Si c'est une personne active qui bouge, qui monte beaucoup d'escaliers, qui marche beaucoup, alors cette personne, on doit, si elle a beaucoup de douleur, alors c'est là on peut penser à faire l'opération. Mais si cette personne âgée, seulement elle marche pour 10 minutes, elle va à la salle de bain, elle va chez des amis ou chez le boulanger acheter quelque chose, alors c'est pas la peine. En même temps, comme je vous ai dit, on n'utilise pas maintenant la cortisone, il y a l'acide hyaluronique qui donne des effets très bons résultats, et aussi la réadaptation physique avec la micro-ondas, ultrasonique et des exercices pour fortifier les muscles. Et ça donne des très bons résultats, sans faire des interventions chirurgicales. Mais quelles sont les maladies gériatriques les plus répandues en Espagne et quelles sont les maladies gériatriques les plus répandues en Égypte? Vous savez, Patrick, avec l'avancement de l'âge, toujours les maladies se ressemblent? Non, se ressemblent, mais le risque est plus fort que, par exemple, une personne de 70 ans, 75 ans, et maintenant 70 ans et 75 ans en Espagne et en Europe. On est encore jeune. On est encore très jeune. Et si ça passe quelque chose à des gens, oui c'est vrai, et si ça passe quelque chose à une personne de 70 ans par exemple, ou 75 ans, ils disent qu'il était très jeune pour disparaître. Mais la plupart des maladies dans cet âge, ça concerne les maladies rhumatiques comme l'arthrose, aussi les accidents cérébrovasculaires et les fractures. En même temps, il y a un changement de la tension artérielle. Qui augmente? Il y a des gens, la plupart, ça augmente. Mais quand on dépasse un certain âge, comme à 85 ans, ça baisse autrefois. Ça, c'est la plupart des maladies. Aussi, c'était une partie de mon doctorat, la saturation de l'oxygène, les poumons. Vous savez que avec l'avancement de l'âge, tous les appareils ça ne fonctionne pas comme les appareils du corps humain ne sont plus aussi efficaces que dans la jeunesse, évidemment, et malheureusement. Exactement. Mais on peut conserver ces gens-là avec un programme supervisé de réadaptation, un contrôle
des analyses, les radiographies, et ça donne... Un suivi continu de l'état de santé. Exactement. Bien, est-ce que on remarque qu'en Europe, bon, déjà il y a le vieillissement de la population, mais on remarque que les personnes âgées en Europe sont quand même relativement actives. Elles descendent, elles vont ici, elles vont au cinéma aussi, elles vont au théâtre, elles vont un peu partout. Est-ce que en Égypte, les gens, d'après vous, peuvent faire la même chose ou... Sincèrement, oui, ils peuvent faire la même chose, mais il y a beaucoup de concepts qu'on doit changer en Égypte pour être... Les gens sont plus lourds quand même quand ils prennent de l'âge. Ils pensent qu'à 70 ans, ils sont déjà très âgés, ils ne doivent pas sortir beaucoup, et ils pensent que la vie est déjà finie dans cet âge-là. Quand j'étais, par exemple, à Bruxelles, et je te jure, Patrick, je suis resté pour 6 mois à l'Université libre de Bruxelles pour faire la partie de mon doctorat en français. Moi, je n'ai pas pu faire les exercices physiques que les personnes du 3e âge faisaient en ce temps-là. Ni des coordinations, ni les exercices physiques et la yoga que les gens âgés faisaient. Et les gens âgés là-bas, on ne dit pas à une personne de 70 ou 75 ans que vous êtes une personne âgée. Non. Entre 85 et 95 ans. On commence à devenir un petit peu vieux. D'ailleurs, les retraites là-bas sont à 65 ans maintenant, et non plus à 60 comme dans le temps. Bien, quelles autres différences y a-t-il entre l'Égypte et l'Espagne en matière d'état de santé et de sécurité sociale aussi? En ce cas-là, on doit penser qu'en Espagne, le soin médical est plus avancé que le soin médical. Vous parlez des soins même, c'est-à-dire du paramédical, oui, ou des médecins eux-mêmes? Et des médecins aussi, parce que en Espagne, la plupart des gens se traitent dans les hôpitaux généraux. Donc public, vous voulez dire, les hôpitaux de l'État, ouverts par une sécurité sociale. Et on ne tarde pas beaucoup pour recevoir les patients en même temps. Ce qui n'est pas le cas d'après vous ici. Non, c'est pas la même chose. Mais les médecins sont-ils aussi efficaces en Égypte qu'ailleurs? Oui. Ils ont la réputation de l'être. Oui, ils sont très bons médecins, mais ils n'ont pas les moyens, suffisants pour pouvoir venir en aide aux patients, comme c'est le cas en Espagne et ailleurs en Europe. Bien, et donc l'état de santé des Égyptiens âgés est mauvais. Quoi. Oui, est mauvais pour beaucoup de choses, les habitudes, les coutumes, la façon de manger, la vie sédentaire qui commence dès 50 ans, 55 ans, on ne marche pas du tout, on mange des choses pleines de graisse. Les gens en Égypte sentent que, par exemple, à 55 ans, un homme de 55 ans ou de 60 ans... a le droit de mourir. Exactement. Et ça, c'est pas du tout la manière en Europe. 60 ans, c'est un homme qui pense faire des voyages, faire des promenades, aimer autrefois, avoir une autre femme si sa femme est décédée, ou se marier pour la première fois, faire un nouveau sport, s'adapter à faire la peinture, la musique. Bien, et à votre avis, comment faire pour que cet état d'esprit gagne les Égyptiens? Et qu'est-ce que vous pensez vous-même faire pour l'Égypte dans ce domaine?
Moi, j'ai déjà pris le premier pas en Égypte que avec quelques copains, on va faire, je ne vais pas l'appeler une résidence du troisième âge, c'est une résidence à porte ouverte et c'est un modèle espagnol et européen qui s'appelle en Espagne Mi Casa. Ma maison. Et c'est comme la maison des gens du troisième âge. Ils ont, les portes sont ouvertes, ils peuvent sortir de la résidence, ils peuvent choisir entre 5 ou 6 menus. Il y a une supervision médicale. C'est un peu comme les résidences seniors en France? Moi, j'ai pas vu les résidences en France. Mais j'ai vu à Bruxelles, en Belgique. C'est comme ça que ce centre-là, il y a le cinéma, il y a la thérapie de la musique, il y a les choses manuelles, il y a la réadaptation, il y a des promenades. Des activités diverses aussi, tout en ayant un peu le sport et la réadaptation. Exactement. Et un soutien hospitalier éventuel si besoin. Il y a le soin intensif et la résidence doit être près de l'hôpital, plus ou moins près d'un hôpital, plus ou moins à 10 minutes ou 15 minutes, en cas, parce que on dit toujours que les personnes du troisième âge sont high risk patients. Des personnes à haut risque. À haut risque. Et en même temps, il y a un jardin, il y a la hydrothérapie, il y a un swimming pool, et le médecin, en ce cas-là, qui doit être là-bas, présent les 24 heures avec des infirmières, il peut suggérer le traitement, mais il ne peut pas obliger les gens, excepté les gens qui ont des maladies mentales ou des Alzheimer. Mais est-ce que ça risque d'être cher? En réalité, c'est cher. C'est cher? Oui. Vous imaginez qu'une pension pareille par mois pourrait coûter combien à l'individu? Ça coûte on peut dire que ça coûte entre 5 et 6 000 livres. Tout compris? Tout compris. Y compris alimentation, tout compris? Oui. Sûrement en Espagne, c'est pas si cher, mais comme je sais le niveau social et financier de la plupart des Égyptiens, alors c'est un peu cher. Oui. Mais si tu veux offrir des services complets, un certain service complet avec surveillance médicale, avec un entretien, avec des médicaments, avec des infirmières, avec adaptation, c'est très coûteux, Patrick, et tu le sais. Bien, et donc parlez-nous toujours de ça. Vous pensez faire ce projet avec d'autres médecins? Oui, oui, on va être... non, je pense, j'ai déjà... Est-ce que excusez-moi de vous interrompre là, mais est-ce que, par exemple, en France, la personne est quasi propriétaire de son logement dans ce genre de choses? Oui. Est-ce qu'il est possible que la personne soit propriétaire, quitte à le vendre ou que quelqu'un d'autre l'hérite à un moment donné, si elle ne peut pas continuer à payer les frais? Vendre à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre la résidence. Le studio ou la studette, oui. Non, parce que là, moi je ne vends pas les chambres et les salles de bain, alors elle paye une sorte de location. Alors elle ne peut pas, mais si elle n'a pas les moyens, ça c'est
aussi différent que l'Espagne et la France et la Belgique. Parce que la plupart des gens qui n'ont pas les moyens, tous, le gouvernement... les soutiens, il y a la sécurité sociale. Oui, parce que par exemple, la plupart, ils ont une pension de 400 ou 500 euros. Et en Espagne, ça coûte 1200 euros. Là, le gouvernement est obligé de régler la différence. Docteur Achraf Bichai, merci beaucoup d'avoir bien voulu nous donner ces idées ici et cette petite consultation gratuite que nous avons eue pour les personnes âgées. Donc, si on peut tenir le coup, il vaut mieux ne pas ne pas avoir recours aux opérations chirurgicales si on est âgé et qu'on a des problèmes de genoux, tant que nous pouvons encore les supporter et marcher tant bien que mal. C'est bien cela. Exactement. Merci également à toute l'équipe de ce soir. Merci à vous, mesdames, messieurs. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition, avec une autre équipe cette fois-ci.